Merci le comité d'organisation, merci M. Blamine, Mme Aboulfadl, toute l'équipe. Mes respects, un grand merci à l'audience, aux amis que je vois, des collègues avec qui on a fait des gardes, on a partagé de bons moments, ça fait un grand plaisir. Avant, j'aimerais bien introduire ma collègue et amie, et professeure Msissi Mariam. C'est une docteure en biologie moléculaire et en virologie. On fait des études ensemble sur les micro-ARN et sur le microbiote. On a eu des publications dans des prestigieuses revues. Ça fait énormément plaisir qu'il soit là parce qu'il va nous parler un peu de ce problème-là, parce que ça pose beaucoup de soucis en tant que chercheuse, parce qu'il y a pas mal d'études. Il y avait une publication qui a été faite sur l'endométriose et micro-ARN. On a une piste très intéressante avec elle, avec Harvard, il y a pas mal de docteurs là-dedans. On travaille sur le micro-ARN et sur le dépistage de cancer de col. Dépistage de cancer de col par les micro-ARN, par les voies urinaires, c'est-à-dire on n'a plus besoin de frottis cervico-utérin ni de prélèvement, c'est-à-dire une femme peut uriner dans une petite pochette. Et à travers les exosomes, on peut avoir diagnostiqué ou dépisté le cancer du col. Chose aussi qui est très importante sur les microbiotes, il y avait 2 questions intéressantes qui sont posées hier. Une qui a été posée au professeur Bouziane Amel sur la ménopause et en fait ses conséquences sur la trophicité vaginale. Je vais essayer de répondre à cette question d'une autre façon. Il y a une question qui a été posée à M. Mikou sur le frottis cervico-utérin. Est-ce qu'on peut, lorsqu'une femme est vaccinée, doit toujours suivre par un frottis cervico-utérin ou pas? Pour introduire la question, je dis que le microbiome ou les microbiotes sont des micro-organismes. Et je dis que l'organisme humain possède un nombre défini de cellules, mais le nombre il est multiplié par 10 pour les microbiotes. On a des micro-organismes qui existent avec nous. Et ces micro-organismes changent en fonction du temps, en fonction de l'âge. Donc, il y a un équilibre entre nos cellules et les cellules de ces micro-organismes. Un équilibre qui est précaire, qui est fragile. Donc toute antibiothérapie, je dis toute antibiothérapie, tout antidépresseur, tout anti-hémorroïdaire, tout anxiolytique, tout anti-inflammatoire, tout ce que vous pouvez imaginer comme traitement, tout additif, tout conservateur, tout produit synthétique va avoir un impact sur votre flore, va avoir un impact sur votre microbiote, va avoir un impact sur votre microbiote et va vous exposer, bien entendu, à des inflammations chroniques. Il va vous exposer, bien entendu, à des cancers. Et je dis, la question qui a été posée sur les microbiotes de vagin et l'implication de ces microbiotes vaginales avec le cancer, et notamment l'HPV, elle est très, très, très horrible et très catastrophique. Autrement dit, il y a des traitements qui ont été proposés, à savoir, on donne les probiotiques. On parle actuellement des probiotiques, tout le monde. Vous pouvez faire probiotiques Maroc, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites et qui ont été proposées pour améliorer les microbiotes. On parle actuellement de la transplantation ou la greffe, je dirais, des microbiotes. Et dans ce cas-là, il y a des patientes à qui on propose la greffe, on leur donne, le terme, le caca des patientes saines, on leur donne à des enfants, on leur donne même à des sujets âgés. Et la drogue, FDA, a considéré comme étant ce caca, si vous voulez, peut être un médicament ou pas. Donc, c'est la nuance. Donc, il y a pas mal de traitements qui ont été proposés, il y a pas mal de problèmes qui sont là, il y a pas mal de pistes qui vont être là. Et c'est pour cela que j'invite Mme Mariam Msissi à faire sa communication sur le microbiote, essentiellement de la microbiote sur le vaginital. À vous la parole, Mme Msissi. Je ne sais pas, Finti Derich. Finti Derich. Je suis le responsable. تتبان فين هو السيدة صابرين هاد العجبة تكنيسي
Alors, je remercie d'abord mon professeur Benhissou pour cette introduction et de m'avoir invité pour être là parmi vous dans ce congrès très intéressant. J'ai appris plein de choses à travers les sessions et le programme très riche et très intéressant. Donc, comme a dit professeur Benhissou, nous allons vous présenter un peu les avancées récentes au niveau c'est-à-dire l'utilisation de microbiote dans la clinique et pour le traitement des maladies. Donc, je passe en fait les définitions, l'introduction qui a été faite par professeur Benhissou. Donc, au début, nos connaissances préalables sur le microbiote ont été fondées sur la recherche qui se base sur des méthodes qui dépendent de la culture des bactéries. On pensait que le microbiote vaginal, par exemple, sain, est prédominé par les lactobacilles. Jusqu'à présent, donc, plus de 120 espèces de lactobacilles ont été décrites, mais maintenant, avec les avancements en termes de technologie, le dogme qui stipule que les lactobacilles prédominent le microbiote vaginal sain est en train de s'effondrer carrément. Car avec ces avancements technologiques en biologie moléculaire et génétique, nous avons dû reconsidérer notre vision et notre perception et même notre définition d'un microbiote vaginal normal. Maintenant, outre les lactobacilles, il existe plus de 250 espèces de bactéries qui ont été identifiées dans un vagin sain. Les avancées technologiques qui nous ont permis ces nouvelles découvertes sont basées sur les technologies de séquençage de haut débit, notamment le séquençage de l'ARN 16S des bactéries, et plus récemment les méthodes de métagénomique qui nous permettent de cribler non uniquement les bactéries, mais tous les micro-organismes qui peuvent coexister au niveau de notre microbiote. Il y a également la génomique fonctionnelle qui ne dépend pas de la taxonomie seule, d'identifier les souches et les espèces des bactéries, mais en fait de la fonction de ces bactéries et de ces micro-organismes. Donc, nous savons maintenant que dans un écosystème, une relation qu'on appelle homéostasique et mutualiste existe entre le microbiote et l'hôte. L'hôte, d'un côté, fournit un habitat nutritif, chaud, humide pour les microbes. Et les microbes, en fait, le microbiote produit des facteurs qui sont protecteurs pour l'hôte, notamment les antimicrobiens et les anti-inflammatoires. Donc, le microbiote s'avère protégé contre les infections telles que le VIH et aussi contre la prématurité, par exemple. Donc, vu ces rôles divers dans plusieurs processus physiologiques et pathologiques, on peut maintenant exploiter et utiliser ce microbiote comme outil de stratification et de traitement des maladies. Cependant, l'évolution de nos connaissances a révélé également une grande variabilité intra- et interindividuelle en termes de la composition du microbiote de chaque personne. En effet, le microbiote humain change au cours du temps. Par exemple, chez les jeunes filles, tout au départ, le nouveau-né acquiert son microbiote à travers sa maman, donc à travers le microbiote vaginal de la maman, aussi les bactéries qui se transmettent par le lait maternel, etc. Aussi par c'est-à-dire le microbiote qui existe au niveau de la peau de la maman. Et ensuite, par exemple, chez les jeunes filles, donc une jeune fille avant la ménarche, elle a une composition de microbiote qui est bien distinguée d'une fille après la ménarche, ou bien chez une femme en ménopause, ou bien une femme en phase de grossesse. Donc, chez le même individu au cours du temps, le microbiote change. Donc, c'est quoi en fait? Comment peut-on définir un état normal du microbiote pour pouvoir poser un diagnostic et pour diagnostiquer une dysbiose? On a aussi mis en évidence que l'origine ethnique de la femme a aussi une influence sur son microbiote vaginal, avec des espèces, par exemple, qui caractérisent les femmes blanches, qui sont
tout à fait différentes des femmes asiatiques ou bien des femmes noires et hispaniques. Donc le concept de la normalité du microbiote est controversé et pour aller un peu plus loin, les femmes de différents pays, carrément, présentent des microbiotes qui sont différents et il y a également des variations mineures au niveau régional. Il est aussi important de mettre le point sur le rôle du microbiote dans la cancérogénèse. Donc, ce rôle était décrit plus précisément et plus clairement par la façon de l'intervention du microbiote dans le risque du cancer du col de l'utérus. Donc, il est bien établi, comme a expliqué le professeur Mikou hier, que l'HPV est l'agent causal identifié dans la survenue du cancer du col. Mais l'HPV peut en fait être guéri spontanément et chez certaines femmes, donc l'HPV conduit à la survenue des lésions précancéreuses. Donc qu'est-ce qui fait que chez des femmes, l'HPV se guérit naturellement et chez d'autres femmes, elle conduit aux lésions précancéreuses et par la suite au cancer? Donc on a trouvé qu'il y a des cofacteurs qui s'impliquent, et notamment la composition du microbiote de chaque femme. Donc, cette composition détermine en fait le risque de l'HPV et la transition de l'infection HPV au cancer du col de l'utérus. Donc, le taux de clairance aussi de l'HPV peut également dépendre de la composition de ce microbiome. Donc, en général, le microbiote influence localement les fonctions physiologiques de la hôte, allant du maintien de l'homéostasie à la régulation du métabolisme, de l'inflammation et du système immunitaire, du micro-environnement tumoral, et tous ces facteurs, tout ensemble, favorisent soit la guérison ou bien le développement du cancer. Donc, en plus de ces effets sur le cancer du col de l'utérus, le microbiome peut également avoir un impact direct ou indirect sur d'autres cancers, tels que le cancer de l'endomètre et le cancer de l'ovaire, et ceci, en effet selon en fait, son effet sur la création d'un environnement inflammatoire au niveau de l'ovaire ou bien de l'endomètre, ce qui favorise le développement de ces cancers. Donc, vu l'implication du microbiome dans toutes ces maladies, il est bien clair et bien évident qu'il ne suffit pas à ce niveau de traiter l'humain, mais il faut également traiter son microbiote. Vu, comme a décrit le professeur Benhessou, donc le ratio cellules humaines et cellules du microbiote au niveau de notre corps, c'est très distingué. Donc, la microflore de notre corps dépasse largement le nombre de cellules humaines. Donc maintenant, la question, c'est comment restaurer cet équilibre du microbiote. Donc il y a plusieurs interventions qui ont été testées et réussies. Donc tout d'abord, les interventions nutritionnelles qui permettent de restaurer en fait les conditions favorables pour la multiplication des bactéries bénéfiques. Il existe également l'utilisation des molécules, notamment les prébiotiques, pour favoriser la prolifération des bactéries bénéfiques d'un côté, et aussi l'utilisation des antibiotiques pour inhiber les mauvaises bactéries ou bien les bactéries pathogènes. Plus récemment, il y a l'utilisation d'imicrobes même pour guérir le microbiome. Donc, on a notamment l'utilisation des probiotiques, la transplantation du microbiote, par exemple fécal ou vaginal, plus récemment, et aussi l'utilisation des bactériophages qui sont des virus à tropisme bactérien, donc pour tuer en fait les bactéries néfastes d'une manière qui est plus spécifique. Donc, diverses formulations de probiotiques ont été étudiées, consistant généralement à une dose orale des espèces de lactobacillus et de bifidobacterium qui sont à concentration bien déterminée pendant une durée d'au moins 5 jours. Donc, on a les probiotiques oraux qui ont été utilisés avec succès comme traitement d'appoint pour les patientes atteintes de plusieurs cancers.
Donc, pris en même temps que le traitement primaire, notamment la radiothérapie ou bien l'antibiothérapie, ces probiotiques permettent de remplacer la microflore qui est appauvrie par ces interventions. Donc, les probiotiques vaginaux et même les probiotiques oraux peuvent aider à préserver la flore vaginale normale pendant ces interventions thérapeutiques. Voilà. Donc les probiotiques pourraient également avoir des effets plus directs sur la cancérogénèse, c'est-à-dire en inoculant ce microbiote, ces probiotiques directement au niveau de la tumeur, ce qui en fait remodule le système immunitaire pour combattre spontanément les cellules tumorales, mais aussi agir sur le micro-environnement tumoral pour favoriser, c'est-à-dire la guérison en fait et la destruction des cellules tumorales d'une manière spontanée par le corps. Donc, parmi les interventions innovantes qui existent actuellement, c'est la transplantation du microbiote vaginal. Il existe au préalable la transplantation fécale qui est très réussie, qui commence même à être pratiquée dans la clinique, à être même commercialisée, donc de la matière fécale des sujets sains qu'on est en train de commercialiser pour traiter des sujets ayant des maladies infectieuses au niveau des intestins. Donc, la transplantation du microbiote vaginal consiste à greffer d'une manière directe l'ensemble du microbiote vaginal des femmes en bonne santé dans le tractus vaginal des patientes pour reconstruire et favoriser la reconstruction de l'environnement du microbiote et à restaurer la santé vaginale. Donc, on choisit généralement une donneuse qui a un lien de parenté avec la patiente et elle donne son microbiote. Et puis, on fait une centrifugation pour isoler ces bactéries et puis les introduire chez la patiente. Ou encore, on isole les probiotiques qui existent au niveau de ce microbiote. Donc, on les isole et puis on fait la culture et on traite les patientes par ces isolats. Et puis, il y a l'utilisation des virus, des bactériophages qui infectent des virus qui infectent les bactéries. Donc, cette approche a été déjà introduite en 1917 pour le traitement des bactéries. Mais par la suite, quand on a découvert les antibiotiques et que quand ça a marché très bien, donc on a abandonné cette approche d'utilisation des bactériophages. Mais maintenant, quand les problèmes de l'antibiorésistance sont émergés, donc on s'est retourné vers cette technologie à base de bactériophages. Donc, le principe, c'est que le bactériophage, tout d'abord, infecte la cellule bactérienne et puis il délivre son matériel génomique dans la bactérie et active, donc il utilise la machinerie de la bactérie pour répliquer son génome et pour produire sa progénie. Et puis, par la suite, quand on a les nouveaux variants qui sont produits au niveau de la bactérie, donc ces variants vont liser la bactérie pour pouvoir se propager. De cette manière, donc, on a la destruction de la bactérie. Donc, ce qui est très intéressant par rapport à cette approche, c'est que d'abord, les bactériophages peuvent être spécifiques à la bactérie. Donc, on modifie des bactériophages qui sont spécifiques à la bactérie qu'on a l'intention de traiter. Donc, ces bactériophages sont utilisés pour les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Donc, vous allez dire, la bactérie, cette fois-ci encore, elle va développer des mécanismes pour résister aux bactériophages. Donc là, ce qui est super intéressant, super fascinant, c'est qu'il existe deux types de bactériophages. Donc, on a les bactériophages
qui ont comme site donc pour intégrer la bactérie, elle se lie soit à des facteurs de virulence au niveau de la surface de la bactérie, et soit au niveau c'est-à-dire de la paroi de la bactérie. Et cette paroi de la bactérie, c'est en fait le site d'action des antibiotiques. Donc, la bactérie, elle a deux choix. Soit développer des mécanismes pour cacher, en fait, ou bien pour détruire ces molécules de sa surface, pour combattre le bactériophage. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être dépourvue des éléments qui lui permettent l'antibiorésistance. Donc, en résistant à la bactériophage, elle va être sensible aux antibiotiques. Donc, on va régler le problème de l'antibiorésistance. Le deuxième choix, c'est en fait pour les bactériophages qui ciblent les facteurs de virulence. Donc, pour combattre le bactériophage, la bactérie, elle va se débarrasser de ces facteurs de virulence. Et tant mieux, donc, parce que la bactérie va devenir moins virulente. Donc, quand on compare l'approche antibiothérapie à l'approche bactériophage, donc ce qui est intéressant, c'est la spécificité des bactériophages, contrairement aux antibiotiques qui ont un large spectre. Et du coup, quand on utilise l'antibiotique pour traiter les pathogènes, on altère la microflore qui est bénéfique. Donc pour les bactériophages, ce problème n'existe pas parce que ces virus sont spécifiques à la bactérie qu'on veut traiter. Donc il y a également le pouvoir de pénétration de biofilms. Donc les antibiotiques ne peuvent pas traiter les bactéries qui forment de biofilms. Par contre, les bactériophages, ils peuvent en fait avoir accès aux bactéries même quand elles sont en biofilm. Les limites, par contre, qui existent, c'est que pour les antibiotiques, maintenant on a des systèmes de production qui sont bien installés, bien contrôlés, pas de problème, donc on arrive à produire les antibiotiques. On a une très longue et grande expérience dans ce domaine. Par contre, dans le domaine des bactériophages, puisque ça a été abandonné il y a longtemps, donc il n'y a pas de systèmes qui sont bien contrôlés. Pour produire les bactériophages, on a recours à l'utilisation des cultures de bactéries. Et puis, quand on isole les bactériophages, on a souvent des contaminations de ces bactéries. Donc, on n'arrive pas réellement à isoler le bactériophage seul. Donc, ça crée des effets secondaires. Donc, en conclusion, on a perçu très clairement l'importance du microbiote dans la santé humaine et comment on peut utiliser ces connaissances pour traiter les maladies. Et malgré les avancées scientifiques actuelles et toutes ces interventions innovantes qu'on est en train de décrire, donc on va dire que ces avancées sont encore dans une phase prématurée, mais avec l'avancement des technologies, on arrivera dans le futur très proche d'optimiser nos méthodes pour pouvoir utiliser ces technologies pour un traitement efficace pour les infections bactériennes. Donc, j'arrive à la fin de la présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Dr Mariam, pour cette belle présentation. Vous avez une seule question. Les bactériophages, اكتشفناهم مع الهند في 1800 quelque chose. Donc, الهنود كانوا تيكونوا الكوليرا les épidémies de choléra كانوا نستيموتو بالكوليرا. Et puis on a constaté que اللي تيشرب من الماء ديال الغانغ واحد لو فلوف عندهم اللي ساكري بلوز او موان il guérit. حكاو قلنا داك الواد واعر مقداس ما مقداس و tout le monde commença. اسمها c'était 1895 96 les épidémies de choléra. L'étude de ذاك الماء لقاو فيه il est riche en bactériophages. البكتيريوفاج sont des virus. Des virus عايشين في ذاك البير في ذاك الماء ولكن ils ont واحد لو بوفور هما ils détruisent les bactéries. La taille ديالهم صغيره 20 à 200 nanomètres صغيرين ولكن ils sont efficaces. Et où la science a voulu démarrer, c'est-à-dire améliorer ces bactériophages ou des recherches, احتاجت la découverte des antibiotiques قالوا حكاو الباس نمشيو لي زونتيبيوتيك ونسهل لي التخربيق ديال البكتيريوفاج. ولكن ديغنييرمون مع هاد لونتيبيوريزيستانس اللي كاينه
on découvre qu'il y a des germes qui sont multirésistants. Les bactériophages. On commence d'abord à proposer les bactériophages. Donc, maintenant, les bactériophages. La bactérie, premièrement, les bactériophages, il n'y a pas une dose. 500, 1200, 250. Bactériophages, le كبير الصغير بحال بحال. عطيو ودردك. D'abord, lorsqu'on donne les bactériophages, la bactérie va, donc, parce qu'il va se défendre. Mais il va se défendre contre le bactériophage. Je vais inhiber parce qu'il y a un jeu entre le bactériophage et la bactérie. Donc, Miratuli, barbe pourrait devenir résistante au bactériophage, elle va devenir sensible, resensible à l'antibiotique. Donc, il faut profiter de cette occasion d'avoir des bactériophages spécifiques afin de sensibiliser les bactéries qui sont multirésistants, l'action de l'asthme. C'est la première remarque. Deuxième remarque, Allah yakhlikum, a'teu اتساع l'antibiothérapie de l'hygiène intime, je fais des produits, غسل بهادي وغسل بهذا pH alcalin, pH acide, pH neutre, l'ovule X, l'ovule Y, قوت. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que vous altérez votre microbiote. Le microbiote, je قلت لكم, كاينه وحده عند كونسير l'HPV, مثلا la زوري l'HPV. L'HPV, 10% de l'HPV, même pas, qui évolue vers le CN2, CN3, vers le cancer. La plupart, ils régressent. Les deux عيالات. وحده عندها الميكروبيوت مزيان، الأخرى ما عندهاش الميكروبيوت مزيان. اللي ما عندهاش الميكروبيوت مزيان غتيفولي vers le cancer. ما كاينش تخرجيش. اللي عندها الميكروبيوت مزيان، il va pas évoluer vers le cancer. Femme ménopausée, عندها الميكروبيوت مزيان، il va pas avoir de fuite urinaire, ni de trophicité, ou تقربي كاع داكشي اللي قالت السي ولا لابوزيه البارح، il va pas y avoir. عندك problème de microbiote, vous allez avoir les problèmes. Attention à l'antibiothérapie abusive. Attention à tous les produits, ماشي غير les antibiotiques، شتي l'anti-inflammatoire عندو المشاكل. اللي بغيتو دي سيبوزيتوار بور هيمورويد ils ont des effets secondaires. شتي هاد الماء اللي هاد اللي هاد العجب تاكلو هنايا في هاد الشيء، هاد التخربيق هنا دي كونسيرفاتور لي جus اللي فيهم دي برودوي E3 E6 E4 وداك التخربيقات de conservation sont dangereux. Les additifs sont dangereux, les colorants sont dangereux. Tout ce qui est les produits surgelés sont dangereux. Il y a notre régime alimentaire خاصو يتبدل. Le mode de vie ça يتبدل. C'est ça malheureusement. Deuxième chose, et malheureusement, je ne peux pas dire ça parce que c'est... Les culottes. Parce que lorsqu'on prend des bikini, il n'y avait pas de culottes. On n'avait pas de culottes. Je me rappelle, l'époque d'Eli, ma mère, mes grands-mères, ils n'avaient pas de culottes. C'est vrai. Parce qu'en fait, ces culottes, il y a le microbiote intestinal qui va coloniser le vagin qui n'a rien à voir avec... Il y a beaucoup de choses qui perturbent la flore. Il y a beaucoup de choses. Donc, la flore vaginale, à mon sens, les prématurités, les menaces d'accouchement prématuré, la rupture de la poche des os pour un problème X qui est dû au microbiote, les problèmes de néonatologie qui sont graves. Donc, malgré les problèmes à court terme, l'incontinence urinaire, les dyspareunies au moment des rapports sexuels, la douleur trophique, les mycoses récidivantes vaginales, les vulvites, les vaginites, les cervicites inexpliqués. Certes, il y a des pathologies qui pour vous traiter, mais quand même, il faut instaurer le microbiote. Et à mon sens, le microbiote, pour qu'il soit restauré, c'est un régime alimentaire, c'est une hygiène vestimentaire, c'est une hygiène de vie qui doit être correcte. À mon sens, c'est ça le message clair qu'il faut vous donner, où il faut éviter toute médication. Médication, je n'ai pas dit médication, qui n'est pas nécessaire. Pour l'ordonnance, je donne un notice. Regarde le produit fait الريحة, مزيان الريحة. Regarde le produit qui fait l'odeur. Regarde notre. C'est ça le message que je donne. Voilà. Merci Dr Benhessou, c'était agréable.
Docteur, merci pour la présentation. On vous offre, s'il vous plaît, d'accepter notre cadeau de l'association.